Bienvenue, vous êtes sur Gabon 24. Alors, vous le savez, vous regardez l'actualité. Le Gabon est à la croisée des chemins de son histoire. D'après certains experts, malgré les chocs consécutifs, le pays est reparti de l'avant. Sauf que la question du bénéfice perceptible par les populations est toujours posée. Tout le monde ne profite pas des richesses du pays, semble-t-il. De nombreux défis sont donc à relever. Exemple, miser sur les investissements publics à l'heure de la transition. Mais qu'est-ce que les investissements publics? Sur quoi on mise finalement en termes de stratégie pour les mettre en place? Nous avons un expert sur le plateau, Jess Farrell Ndombiogo, bienvenue. Bonjour, c'est toujours un plaisir d'être reçu sur le plateau de Oui, on rappelle que vous êtes un habitué de la maison et vous êtes surtout spécialiste en économie et en développement international. Donc, vous êtes l'invité qu'il nous faut pour parler de ce quid des investissements publics à l'heure de la transition. Mais déjà, peut-être nous dire, Jess, peut-être nous présenter l'économie gabonaise aujourd'hui en quelques mots. Alors, l'économie gabonaise reste une économie effectivement fortement dépendante du secteur pétrolier, comme vous le savez. Le secteur pétrolier représente effectivement 75% des recettes d'exportation, autant pour moi. Plus de 40% du PIB, plus de la moitié des recettes budgétaires pour dire effectivement que nous restons une économie fortement dépendante du pétrole. Toutefois, il y a eu un démarrage en termes de diversification de notre économie gabonaise à travers des secteurs tels que le bois, à travers le manganèse, où effectivement nous sommes le premier producteur exportateur de manganèse en Afrique, le deuxième mondial d'environ 7,5 millions de tonnes par an. Nous sommes aujourd'hui effectivement le premier au niveau du bois, premier producteur et exportateur de contreplaqué en Afrique, deuxième mondial. Il faudrait qu'il y ait des efforts. Nous sommes effectivement en termes d'indicateurs, selon les derniers chiffres de la BAD, je pense, derniers chiffres de la BAD, nous sommes le premier pays industrialisé en Afrique centrale. Nous sommes le seul pays actuellement à disposer d'une société de médicaments au niveau de la zone économique spéciale de Nkok. Il faudrait qu'il y ait des efforts, même si effectivement il y a encore beaucoup à faire. Nous constatons également qu'il y a des limites au niveau de l'économie gabonaise, il y a encore beaucoup à faire. Il y a énormément d'inégalités entre les zones rurales et les zones urbaines, entre les riches et les pauvres aujourd'hui. Il y a la question du chômage qui se pose aujourd'hui. Nous avons un taux de chômage de plus de 30% aujourd'hui. Du fait des faiblesses de politiques d'emploi qui ne sont pas claires, l'inadéquation aujourd'hui entre la formation et l'emploi. On a la problématique des infrastructures, avec des infrastructures qui sont de plus en plus obsolètes, qui ont plus de 30 ans, qui nécessitent aujourd'hui des investissements importants et qui n'ont pas été entretenus comme il le fallait. Donc voilà les problématiques effectivement majeures. Et nous avons oublié effectivement la question de l'endettement. Nous avons quand même atteint les 7 000 milliards. Vous avez vu récemment la problématique sur la dette intérieure avec plus de 1 000 milliards de francs CFA concernant la dette intérieure, pour dire effectivement que ça reste une problématique majeure, ça coûte excessivement cher parce qu'on s'est endetté malheureusement. Cet endettement n'a pas servi à financer le développement malheureusement parce qu'on constate encore des écarts. Beaucoup de projets ne sont pas allés à terme, pour dire effectivement, pour planter le décor. Alors, c'est une belle cartographie que vous venez de nous faire de cette économie gabonaise-là, très dépendante, ça je le note, de la rente pétrolière. C'est un avantage parce qu'on a vu qu'avec la crise en Ukraine, par exemple, le prix du pétrole a flambé. Le Gabon a pu faire des bénéfices, mais c'est un gros mal parce qu'on est encore très loin quand même de la fameuse diversification. Et puis on nous parle de la relance économique. Cette relance économique, elle a débuté quand? Ou bien est-ce qu'elle n'a pas encore, est-ce qu'elle a véritablement débuté déjà? Où en sommes-nous finalement? Je crois, comme vous l'avez bien signalé, nous sommes en phase de transition. C'est très important. Et je pense que quand on parle de relance et de nouveaux challenges, il s'agit de relancer notre économie, comme le terme est approprié. Il s'agit de définir des stratégies appropriées. Il s'agit de faire des choix stratégiques pour notre pays, parce qu'en 2-3 ans, il faut des choix sur le court terme, parce que la transition, ce n'est que 3 ans, 2 à 3 ans, je pense. Mais le Gabon ne va pas s'arrêter après ces 2-3 ans. Donc nous allons faire, il s'agit de mettre ici le soubassement, il s'agit de mettre des fondations solides pour l'avenir de notre pays. Et je crois qu'en 2-3 ans, il faudra un programme ciblé, un programme avec des projets à fort impact social qui touchent les populations réellement. Parce que le Gabonais a besoin de ressentir, comme je vous ai donné les chiffres tout à l'heure, nous avons une économie flamboyante, certes, nous avons des richesses énormes, mais le Gabonais ne ressent toujours pas ça. Ce que vous dites nous amène quand même à nous questionner sur comment est-ce que le Gabon a traversé la période de la Covid-19. On sait encore, et ça, pour des raisons de sensibilisation, on le dit, la Covid n'a pas encore livré tous ses secrets. Continuer à observer les mesures de sécurité en rapport avec cette pandémie. Donc, je reviens sur ces crises-là, notamment celle de la Covid-19, la crise en Ukraine qu'on observe actuellement. Est-ce que finalement, l'économie gabonaise n'a pas démontré qu'elle était assez résiliente, Jess?
Je crois, mais ça ne veut pas, comment le dire? D'une part, effectivement, cette guerre en Ukraine, comme vous pouvez le constater, ça a permis naturellement d'accroître les recettes pétrolières, puisque nous sommes un pays exportateur du pétrole principalement. Donc évidemment, ça a généré des recettes supplémentaires. Mais d'autre part également, comme vous pouvez le constater, on parle d'inflation, on parle de la hausse des prix. Le prix du blé a augmenté, les prix ont augmenté parce qu'effectivement, vous pouvez le constater sur le marché. Donc, il y a un impact au niveau du panier de la ménagère aujourd'hui parce que les Gabonais ne ressentent pas, malgré les efforts du gouvernement, à travers des mécanismes de subvention des produits pétroliers, à travers la subvention du pain et d'autres produits, mais cela ne suffit pas, les gens ne s'en sortent plus. Là, il faut trouver des mécanismes sur le long terme, c'est-à-dire que tant qu'on ne produit pas, on ne pourra pas contrôler ces prix. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et est-ce que ces différentes crises-là, ce sont elles qui fondent même l'enjeu de la relance économique aujourd'hui? Évidemment, ça ne peut que nous remettre en question. Parce qu'on a dit que ce sont des phénomènes conjoncturels. Ça veut dire que nous ne sommes pas à l'abri de futurs événements similaires. Ça veut dire qu'il faut anticiper, il faut des mesures, il faut des mécanismes à long terme. Il ne faut plus qu'on attende que l'événement arrive pour prendre des mesures. Donc c'est à nous maintenant de développer des stratégies et des mécanismes appropriés. Et avec ces différentes stratégies, on nous parle de plusieurs pans, parmi lesquels les investissements publics. C'est quoi qu'on qualifie d'investissement public, Jess Farendongbolo? Alors, très bonne question. Je pense que quand on parle d'investissement public, il s'agit des dépenses d'investissement public, notamment matériel, les routes, les hôpitaux, les ponts, les écoles, et j'en passe. Il y a également des investissements publics immatériels, à l'instar de l'innovation, la recherche et le développement, parce qu'aucun pays ne peut se développer sans recherche. Vous allez voir que dans la plupart des pays africains, l'innovation, la recherche est financée à 100% par les États. Mais quand on parle d'innovation, nous avons le CNRS, le Centre national de recherche scientifique, par exemple. Nous avons la problématique de qualité, la qualité des routes. Nous avons la qualité des types de maisons aujourd'hui. Nous avons les produits tels que le manioc, la banane. On peut avoir des produits de meilleure qualité. C'est-à-dire que vous voyez aujourd'hui la qualité de l'eau. Donc, l'innovation, la recherche, c'est très important pour un pays. Et donc, il y a des investissements publics. Et quel état des lieux on fait de ces investissements publics aujourd'hui, en 2023? Quel est le regard de l'expert que vous êtes sur les différents investissements publics réalisés à ce jour? Il faut être simplement honnête. Je crois que la plupart de nos infrastructures, que ce soit les routes, que ce soit des hôpitaux, que ce soit des écoles, nous avons le boulevard ici qui a été réhabilité, certes, il y a eu des efforts, mais la plupart de nos infrastructures sont défaillantes ou obsolètes parce qu'effectivement, c'est des infrastructures qui ont mis la durée nécessaire qu'il fallait et qui nécessitent aujourd'hui, effectivement, soit un renouvellement, soit des infrastructures nouvelles. Donc, pour dire qu'il y a beaucoup d'efforts dans ce sens, parce que vous pouvez voir aujourd'hui, il faut qu'on arrive à développer aujourd'hui des programmes intégrés. Il ne suffit pas simplement de construire des hôpitaux, il faut également qu'on pense comment former les agents, comment former des spécialistes, comment entretenir ces bâtiments. Vous voyez aujourd'hui les routes, les subdivisions des travaux publics par exemple, on a décidé effectivement, c'est bien de les rééquiper, encore que ça met du temps, mais derrière ça, il faut également penser aux huiles. Nous avons Pisolé qui produit des huiles, qui est une compagnie nationale. Il faut former des agents également. Il faut le matériel également de rechange. Vous voyez que derrière tout ce que nous faisons, il faut qu'on pense maintenant au programme, parce que sinon ça ne sert à rien de faire un volet et en oublier l'autre, sinon il n'y aura pas d'impact. Vous parlez de ces investissements publics qui, malheureusement, ne sont pas en très bon état ou n'ont pas été mis en place comme il fallait. Qu'est-ce qui est à l'origine de cet état des choses? Moi, je pense que aujourd'hui, c'est l'absence de planification. L'absence de planification parce qu'on constate effectivement que nous, on réalise simplement des choses sans tenir compte des différents aspects. Il faudrait qu'on ait des programmes intégrés. Je prendrai par exemple un secteur, si on veut développer le secteur du bois, par exemple, on peut regarder au niveau de la politique fiscale, par exemple. On peut dire que tout Gabonais qui voudrait, par exemple, disposer d'une scierie, on dit 50% désormais de la commande publique soit réservée aux nationaux. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Comme ça se passe au Rwanda, tous les Gabonais pourront disposer des produits hors taxe. Hors taxe, ça veut dire qu'on va créer des emplois dans ce secteur. Un Gabonais qui va avoir une scierie, il sera financé entièrement. Donc l'équipement qu'il va acheter ici, ce sera à moindre coût naturellement. Et il y a une commande publique qui est à côté de cela. Vous allez voir que nous allons créer des emplois à grande échelle. Donc il faudra que le gouvernement puisse réfléchir à ce type de mécanisme pour pouvoir encourager justement les Gabonais à se lancer. C'est vrai, il y a la réforme du Locomé Capital aujourd'hui, avec la société de garantie de 12 milliards. Il y a le projet de champion avec le fonds d'appui qui est de 8 milliards, mais beaucoup de Gabonais ne savent pas, n'ont pas d'informations. Il faudra rendre justement
l'accès à ces crédits beaucoup plus accessible aux Gabonais, de telle sorte que les gens puissent se lancer dans les affaires. Idem pour les services, la restauration, les boutiques, etc. La gabonisation du secteur du transport. On peut décider d'acheter 1000 taxis par province. En formant des Gabonais, on décide de gaboniser ce secteur-là également. C'est-à-dire que les Gabonais deviendront propriétaires de ces taxis. Ce sera comme une location-vente. Vous remboursez ce que l'État a dépensé au bout de 3 ans. Vous devenez propriétaire de taxis. Mais des taxis hors taxe à moindre coût, par exemple. Et ça va être bénéfique pour l'ensemble de la population. On ne peut plus absorber, la fonction publique n'a pas la capacité d'absorber tous les Gabonais aujourd'hui. La question du chômage est une question cruciale. Il faudrait maintenant voir comment créer justement des mécanismes, comment définir une véritable politique de l'emploi. Nous, on est un peu surpris quand on dit que le ministère du Travail n'est pas, c'est un ministère qui n'est pas important. Non, c'est un ministère stratégique pour tout pays. La question de l'emploi, la question du chômage, ce n'est pas qu'au Gabon, c'est une question importante. C'est justement pour ça qu'il faut définir des politiques d'emploi qui soient conséquentes. Je prendrai un exemple pour accompagner nos universités aujourd'hui. On se rend compte que la plupart de nos universités, pour parler de la problématique de l'inadéquation formation-emploi, font la même chose. Les formations, c'est audit et gestion de contrôle, QHSE et j'en passe. Ce sont des formations importantes, mais on ne peut pas faire la même chose. Pourquoi on ne prendra pas ces écoles et dire l'État décide de vous accompagner? On veut que vous soyez des moyennes et de grandes écoles de main, pas seulement au Gabon, au niveau de la sous-région. Vous vous spécialisez dans, par exemple, le secteur forestier, vous dans le secteur du transport, vous dans le secteur de la logistique, vous dans les différents secteurs, en fonction des besoins que nous avons déjà au niveau du Gabon, mais au niveau de la sous-région et peut-être même plus loin. Et qu'est-ce qui va se passer avec ces écoles? On va octroyer des crédits, on va envoyer des étudiants vers là-bas, parce que c'est à l'État de définir les offres d'emploi. Voilà ce dont nous avons besoin, les offres de formation. On met à disposition, c'est un exemple, 100 bourses dans le domaine de l'économie forestière, par exemple, 100 bourses dans le domaine du climat, les changements climatiques. Ce sont des exemples que je suis en train de prendre. Et on va orienter ces étudiants vers ces écoles-là parce qu'on ne pourra plus envoyer tout le monde vers l'étranger. Et, in fine, nous avons également les retraités qui sont là. Nous avont des gens qui ont encore toutes les aptitudes, qui sont abandonnés. On peut les recycler. On peut les recycler. Moi, je l'ai vu au Japon, je l'ai vu en Afrique du Sud où j'étais. Mais ce sont des gens, des gens qui ont une expérience avérée. Ce serait dommage de les laisser comme ça. Donc, ils pourraient venir donner des cours ici. Nous avons l'Institut du pétrole et des gaz, par exemple, le ministère du pétrole, on peut le faire. Nous avons l'école des mines, où nous avons des experts gabonais aujourd'hui qui sont assis, qui ne sont pas utilisés. Donc, non seulement ça permettra à ces Gabonais d'avoir des revenus, mais c'est pour ça que je vous parlais en amont de programmes intégrés. Nous avons les capacités aussi, nous avons la main-d'œuvre, nous avons les ressources financières nécessaires. Il faudrait qu'on pense désormais au programme intégré dans nos stratégies. On ne doit pas simplement parler d'un pan, il faudra parler de l'autre pan également. Idem pour les hôpitaux. On a construit des hôpitaux. Le Gabon est un petit pays, nous n'avons pas une population importante. Nous pouvons être un pays leader en termes de services en Afrique. Nous envoyons les Gabonais se faire soigner en Tunisie. Nous envoyons les Gabonais se faire soigner au Maroc et autres, en Afrique du Sud. Mais nous avons des plateaux de pointe. Malheureusement, dans ces plateaux de pointe, nous avons oublié l'aspect ressources humaines. Pourquoi ne pas envoyer des étudiants, des médecins généralistes? Nous avons de nombreux médecins généralistes qui ont la volonté d'aller encore plus loin. Pourquoi l'État ne prendrait pas la charge d'envoyer ces médecins généralistes, des jeunes médecins généralistes, en spécialité? De telle sorte que ce soit le Cameroun, le Congo dans un premier temps, déjà d'abord les Gabonais, se faire soigner ici. Les opérations qui nous coûtent des centaines de milliards chaque année, on pourrait rapatrier ces sous ici. Mais quand même, il y a quelque chose d'assez compliqué, Jess Farrell, parce qu'on se dit, vous avez parlé de maximiser effectivement dans les investissements publics, améliorer les infrastructures, améliorer la formation des jeunes, donc on va lutter contre le chômage. Vous avez pris l'exemple du projet 1000 taxis par province, ce n'est qu'un exemple, mais quand même, pour mettre en place tous ces projets-là, tous ces investissements-là, il faut de l'argent. Où est-ce que l'État ira trouver tout cet argent? C'est pour ça que je disais, nous ne manquons pas d'argent. Évidemment, on est conscient qu'on ne peut pas tout faire au même moment. C'est pour ça que le gouvernement, vous avez vu le président de la transition, qui a annoncé des mesures très fortes sur le plan social. Nous avons eu les bourses, nous avons eu à l'encontre des retraités, et j'en passe. Vous voyez en même temps la pression sociale, quand vous regardez le journal ces derniers jours, comment effectivement les grèves, les mouvements de grève, les incompréhensions et autres, pour dire effectivement qu'il faut bien définir un programme prioritaire. Mais ce programme prioritaire en termes d'investissement public devra tenir compte des besoins urgents des populations, parce qu'on ne peut pas tout faire. N'oublions pas qu'on devra tenir compte également des ressources disponibles, parce qu'in fine, c'est cela le plus important. Est-ce que nous sommes capables de le faire? Ce n'est pas la peine de mettre des choses que nous ne sommes pas capables de faire. Et je pense que la deuxième chose qu'il faudra également faire, à l'instar du Kenya, ils ont fait une revue des projets, par exemple.
tous les projets qui ont été engagés, qui n'ont pas été achevés. Ils ont fait une revue, il faut combien effectivement, combien il nous faut pour mobiliser pour achever tous ces projets. Parce que vous allez vous rendre compte que nous avons les éléphants blancs au Gabon, ce phénomène. Nous avons engagé de nombreux projets qui n'arrivent pas à terme. C'est quoi le problème? Il faudrait qu'on puisse faire un état de lieu de tous les projets, secteur par secteur. Aujourd'hui, je pense que c'est cela que les autorités devraient faire, et déjà de savoir combien il faut pour que nous puissions achever ces projets sur les 2-3 ans. Parce que ce n'est pas la peine d'engager d'autres projets alors que nous avons déjà des projets en suspens qui ont commencé. C'est l'argent des contribuables qui a été débloqué. Vous allez voir le projet de bassin versant de Nzan, par exemple. 2,7 km a été réalisé par l'Union européenne. Il manque 1,7 km. Regardez les inondations que ça crée actuellement, parce que nous n'avons pas finalisé ce projet. C'est l'occasion de terminer ce projet, de soulager les populations. Mais ce sont des projets qu'on a financés, on a donné de l'argent pour que ces projets arrivent à terme. Ils ne sont pas arrivés à terme. Où est-ce qu'on va encore prendre cet argent? On va aller emprunter encore, Jesfarel, comment on fait, sachant que c'est déjà un emprunt qu'il va falloir rembourser au final? Est-ce qu'on n'est pas perdant? Moi, je pense qu'il faudra déjà que les équipes précédentes puissent rendre compte. Mais je pense qu'après, il faut qu'on puisse mobiliser ces fonds. Financement propre. Et on verra encore, effectivement, si les partenaires peuvent nous accompagner. Est-ce que ces projets, nous avons reçu des financements en totalité? Il faudra regarder. Mais je pense que c'est l'occasion de regarder. Il y a beaucoup de projets qui sont des projets à fort impact sur le plan social. Nous avons le projet d'appui au secteur de la santé, par exemple, la réhabilitation des hôpitaux régionaux et provinciaux. Vous voyez comment aujourd'hui c'est difficile à l'intérieur du pays pour nos populations, pour nos parents de se faire soigner. Parfois, on a même construit des hôpitaux. On a vu à Minzik où il manque le matériel. Vous n'avez même pas vous n'avez même pas le basique. Donc vous voyez que c'est pour ça que je parlais de programme intégré. On ne peut pas construire un hôpital à l'intérieur du pays et ne pas penser à l'équiper. En médicaments, ne pas avoir du personnel. Vous voyez un petit peu où il manque d'eau. Vous voyez? Et ce problème se pose un peu partout. Donc c'est l'occasion de regarder justement, de continuer les projets, ce type de projet, parce que les populations ont besoin. C'est des projets urgents, moi je pense. Nous avons aujourd'hui, vous voyez, la problématique de l'électricité à l'intérieur du pays, avec des coupures intempestives. Parfois, on vous dira que c'est un groupe électrogène qui coûte 400 millions. Donc, sur le court terme, dans notre programme, par exemple, on peut décider sur l'ensemble de 9 programmes de regarder combien ça va coûter, de dire, parce qu'un barrage hydraulique, on ne va pas le faire en un an, il faut qu'on soit réaliste. Mais de faire ce qui est faisable. On peut dire effectivement qu'on va regarder combien ça coûte dans les différentes capitales provinciales, si on peut effectivement acheter 1-2 groupes électrogènes, de telle sorte déjà à soulager les populations sur le court terme. C'est des mesures sur le court terme pour l'instant. Évidemment, sur le long terme, il faudra revoir les barrages, puisqu'il y avait déjà des projets qui avaient été engagés, à l'instar de Chimbélé et autres. Il faut regarder, effectivement, les financements qui ont déjà été octroyés. Il faut regarder, effectivement, qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qui n'a pas marché. Et là, nous, on sollicite le regard de l'expert que vous êtes. Vous nous parlez de ces projets à court, moyen, long terme. Aujourd'hui, quelles sont les priorités, finalement, Jesfarel? Les priorités, c'est les routes. C'est les routes, c'est l'éducation aujourd'hui, c'est la santé. C'est l'investissement au niveau du capital humain, parce qu'effectivement, l'éducation, elle est retraitée. Il y a les intégrations, parce que comment voulez-vous, quand on parle effectivement, on parle de collecte des fonds, les administrations centrales, à l'instar des hydrocarbures, à l'instar de la douane, à l'instar des impôts, à l'instar du trésor, et j'en passe, ne sont pas dans les conditions appropriées. Comment voulez-vous que lorsqu'il y a une mauvaise redistribution, les agents soient efficients et efficaces dans leur travail? Vous avez des agents qui ont fait 10 ans sans intégration, comment voulez-vous que cet agent soit motivé? Si il n'y a pas de renforcement de capacité dans nos administrations, comment voulez-vous? On parle de modernisation de l'État. Mais c'est cela aussi. Il faut former les agents. N'oublions pas que les méthodes changent. Il faudra également que nos administrations puissent s'arrimer. Les méthodes changent, le monde bouge. Le monde bouge. Nous sommes là avec des méthodes encore d'il y a 10 ans, il y a 20 ans. Non, ce n'est plus possible. Donc c'est pour ça que je parle encore de programmes intégrés. Et justement, pour faire un suivi, il faut une équipe. Moi, je pense que c'était peut-être une erreur que la Direction générale du budget puisse absorber la Direction générale du contrôle financier. Parce que finalement, qui est le gendarme? On ne peut pas être jugé parti. Finalement, qui fait le monitoring de tout cela? Qui définit les programmes aujourd'hui? On n'a pas une équipe. On n'a plus de ministère de la planification et de la programmation du développement. Aucun pays. Vous avez la Guinée équatoriale, le ministère du plan économique, vous avez le Rwanda, vous avez connu Donald Kaberuka, le miracle rwandais, le très grand économiste. Tous les pays qui se sont développés ont eu un ministère de la planification. Mais ici, qui s'en occupe aujourd'hui? Il n'y en a pas. Il n'y a pas un haut commissariat, il n'y a pas une direction générale du contrôle financier. Le président a montré sa volonté de la transition, il a annoncé de fortes mesures, mais finalement, qui met cela en programme? Qui nous dit combien ça coûte exactement? Qui nous dit si c'est faisable? Qui évalue cela finalement?
Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut revoir le cadre budgétaire, parce que c'est un problème. Vous avez des taux d'exécution budgétaire de l'ordre de 30-40%. Mais où va l'argent? Qu'est-ce qui se passe exactement? Ce n'est pas possible. C'est parce qu'il n'y a pas un contrôle? C'est parce qu'il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Je prends un exemple. En 2020, on est à 378 milliards d'investissements. On a un taux d'exécution de 148 milliards, tant pour moi. Ça veut dire qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe exactement? Et c'est comme ça depuis une dizaine d'années. Parce qu'effectivement, qui évalue? Nous ne savons pas. Qui planifie? Nous ne savons pas. Le président a annoncé effectivement la journée comptable. Nous avons applaudi, c'est une très bonne décision. Par exemple, en Guinée équatoriale, qu'est-ce qui se passe? Ils ont une journée comptable. Les entreprises savent qu'elles seront payées au mois de septembre là-bas. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un contrôle au mois d'août. Ils font leur loi des finances, on définit effectivement voilà, les priorités. Vous avez eu un marché, on vous donne une avance. Vous pouvez avoir une avance, par exemple, en février. On fait une évaluation d'exécution de vos travaux. Vous avez eu un marché au mois d'août. On paye ce qui a été réalisé. On ne devra plus faire comme ça se passer là. Vous avez eu la task force. Nous avons entendu 1100 milliards. On nous dit qu'il y a 750 milliards de dettes fictives. Il y a un problème. Encore à vérifier. Hein. Pour l'instant, je ne veux pas... Ce ne sont que des chiffres avancés. Ce ne sont que des chiffres pour l'instant, mais c'est des chiffres quand même qui nous laissent à désirer. Ça veut dire qu'en réalité, la dette intérieure réelle est de 300 milliards. À vous entendre parler, Jess Farrell, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps malheureusement, à vous entendre parler, le problème pour booster l'économie gabonaise, le problème ne serait pas la dette, le problème ne serait pas les ressources financières parce que ces ressources-là existent, ni les ressources naturelles parce qu'elles existent effectivement. Le problème serait peut-être la volonté politique. Il faut la volonté politique. Il faut la volonté politique et je pense que cette phase transitoire est la bienvenue. Nous avons dit qu'il s'agit de mettre des soubassements. Sur le soubassement isolé, nous allons y arriver. Nous avons vu récemment au journal de 20h hier, nous avons vu le ministre de l'Éducation nationale qui a convoqué la BAD. Ce sont les premiers signes pour dire la qualité des travaux. Nous avons constaté que sur certaines écoles, sur certains établissements, la qualité requise n'y est pas. Il faut prendre des mesures appropriées, il faut corriger cela. Donc pour dire que nous sommes en train d'aller vers cela, pour dire que la culture de l'évaluation désormais fait partie de notre ADN. Il faut évaluer, il faut sanctionner. Quelqu'un n'atteint pas les objectifs. Et d'ailleurs, cela amène d'ailleurs une réforme de notre administration aujourd'hui, parce que qui met tout cela en musique, c'est bien l'administration publique. L'administration publique, tous les ministères sectoriels, il faudrait qu'on ait désormais des objectifs qui soient clairs, atteignables, mesurables et réalistes. Ce n'est pas la peine de mettre 1000 projets, et nous allons réaliser que 10 projets. Autant avoir 20 projets réalisables, nous réalisons 20 projets que les populations ne vont pas oublier, 20 projets à fort impact social, que de promettre des choses que nous ne pouvons pas faire. Moi, je pense que c'est vers ça qu'il faut aller parce que c'est une urgence pour le Gabon. Et donc, dans le gouvernement de la transition, vous suivez l'actualité comme nous. Dans le gouvernement de la transition, au ministère de l'économie et des participations, une tête que l'on connaît très bien, un analyste politique, Maïs Mouissi. Vous pensez que c'est un très bon choix, finalement? Non, je pense que c'est un très bon choix. Il est jeune, 37 ans. Je pense qu'il a le profil adéquat. Il y a la fougue de la jeunesse. On a dit effectivement, il y a la fougue, il y a l'engouement. C'est un challenge pour lui. C'est vrai qu'il n'a pas été dans le secteur public, mais nous avons confiance. Je pense qu'il va s'en sortir à merveille. Et c'est aussi l'occasion, je pense, effectivement, de regarder les différents engagements. On a parlé du cadre budgétaire aujourd'hui. Il faudra que nos projets, désormais, aient un engagement pluriannuel, parce que c'est un problème. Vous mettez un projet dans la loi des finances cette année. L'année qui suit, l'entreprise n'est pas payée. L'autre année, vous voyez, il faudrait désormais que le projet qui est engagé cette année, on est sûr que ça arrivera à terme, avec un engagement pluriannuel, un engagement comptable et juridique, de telle sorte que les entreprises puissent être sûres d'être payées durant la phase du projet et qu'on arrive à terme. Ça veut dire qu'il faut réorganiser au niveau du trésor, au niveau du budget, il faut redéfinir les choses. Mais je pense qu'effectivement, nous avons confiance. Je crois que c'est le plus jeune du gouvernement qui nous représente valablement. Voilà. Merci beaucoup à vous, Jess Farrell Ndombiogo. Je rappelle que vous êtes spécialiste en économie et en développement international. Avec vous, nous avons abordé la question de la mise en place véritablement des investissements publics. Comment faire pour que ça marche? Vous nous avez
parler de ces projets intégrés-là qu'il va falloir mieux suivre, avoir un gendarme derrière tout ce qui se fait en termes d'investissement. Ça aussi, on l'a noté. Nous espérons vous recevoir très vite sur un autre de nos plateaux pour parler encore une fois d'économie avec beaucoup de passion. Merci à vous également de nous avoir suivis. Dans tous les cas, vous l'avez compris, il va falloir beaucoup de volonté politique, mais surtout de réalisme. Paris ne s'est pas fait en un jour. La transition existe, mais il s'agit d'une transition, donc d'un processus économique, social et dans tous les autres domaines de la société. Il va falloir être patient et je le répète encore une fois, être réaliste car les chiffres ne mentent pas. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24. Quant à moi, je vous dis modestement au revoir.